Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode au format week-end de Tech Café. Ce n'est pas l'épisode hebdomadaire dans lequel on vous concentre l'essentiel de l'actu tech, les titres phares de ce qui est issu de notre veille. Vous pouvez aller écouter cet épisode, il est disponible dans le flux, c'est le précédent. Et ici, c'est un épisode un petit peu en format réduit, comme vous les aimez maintenant, les formats week-end, où on vous donne quelques infos qui méritaient d'être relevées dans la veille, mais qui ne méritaient pas de faire dépasser trop longtemps l'épisode hebdomadaire. Je suis Guillaume Vendée, je retrouve une fois de plus, comme toujours, l'excellentissime Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Oui, bonjour à tous, bon week-end. Et bon week-end à tout le monde. Café, croissant, thé, chocolat, chouchou, beignets. Oh, ils ont ouvert une nouvelle boulangerie pas très loin de chez moi qui fait ce qui s'appelle des pétris. C'est des petites boulettes de pain aromatisées au chocolat, à la framboise. On y passe tout notre temps maintenant. Tu veux dire que c'est fourré ou c'est aromatisé? Oui, c'est ça. Il y a des petites pépites et c'est fourré en même temps. Ça fait l'engouement de tout le monde. J'en ai amené l'autre jour au boulot et j'ai été dévalisé. Voilà. Bienvenue à la pétrie. Sans autre forme de procès et sans aucune transition possible. Guillaume prépare une émission, comme je vous l'ai dit, et a plusieurs sujets qui méritaient d'être relayés dans ce petit format week-end, à être reposé. On va commencer à parler de TSMC qui va investir au Japon avec Sony, Guillaume. Ouais, il va faire équipe avec Sony pour construire une magnifique et pimpante usine au Japon à 7 milliards de dollars. Et Sony investira 500 millions en fait dans l'affaire, et l'affaire ce sera sur une filiale qui s'appelle Japan Advanced Semiconductor Manufacturing. Et bon voilà, il ne vous avait pas échappé, hein, je pense qu'il y a une légère pénurie en ce moment de composants, et puis si ça vous a échappé... Je me demande si on en a parlé. Et je crois que oui, mais de toute façon, même si ça vous a échappé, après Noël, je pense que vous serez sensibilisé au fait qu'il y a des petits problèmes sur les étalages. Bon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, cette super usine-là, elle va pas produire des super puces super puissantes. Au contraire, elle va faire des composants très modestes, des trucs en 22 et 28 nanomètres, et ça encore, c'est quand elle sera finie, c'est-à-dire en 2024. Ouais, on est loin des records à 5 nanomètres, là où on nous promet des économies incroyables d'énergie. 22 nanomètres, déjà aujourd'hui, ça nous ramène 10 ans en arrière, quand même. Hein. Alors en 2024... 2024, le 3 nanomètres sera dans ta poche peut-être, donc ce sera franchement pas plus sexy. Mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi ils hein misent sur des technologies comme ça du passé, Guillaume, enfin? Mais parce que la vie, c'est pas toujours sexy. C'est tout. Il n'y a pas que les machines de pointe dans la vie. Il y a aussi les lave-linges, les podomètres, les playdates, les contrôleurs qui vont dans les appareils connectés, les sextoys Bluetooth. Voilà, donc un petit peu partout où on n'a pas forcément besoin de lancer Windows 11 ou iOS 17, on peut mettre un truc voilà, qui est beaucoup plus modeste, quoi. Et donc l'usine permettra de réduire la pression sur les puces mainstream, tout simplement, qui sont si nombreuses et qui continueront encore à manquer pendant encore tout 2022. Et ça fait partie du plan d'investissement de TSMC, qui est de 100 milliards de dollars jusqu'en 2023. Donc les puces manquent un peu partout. Et d'ailleurs, Intel voulait étendre aussi sa capacité en utilisant une usine à Chengdu, en Chine. Mais ça, c'était sans compter l'ambiance pourrie qui règne entre les États-Unis et l'Empire du Milieu. D'habitude, j'évite cette métaphore parce que je confonds toujours avec la Terre du Milieu. Mais en plus, il y a des dragons aussi. Voilà. Enfin, bref, Biden a interdit à Intel de fabriquer ses puces en Chine, pénurie ou pas. Et puis d'ailleurs, pour finir de démontrer qu'il est pas plus cool avec l'Empire Céleste que son prédécesseur, l'administration américaine va cesser de tolérer que les FAI américains continuent de se fournir chez Huawei. C'est qu'ils pouvaient encore faire des demandes de dérogation, tout ça, même si c'était interdit. Bon, c'est fini, et ça concerne Huawei, mais aussi ZTE, Itera, Hikvision et Dahua. Bon, ça s'arrange pas. Ouais, j'ai vu qu'ils se sont parlé, Xi Jinping et Joe Biden là dans une interview vidéo à distance là pendant plusieurs heures. Ça fait un peu froid dans le dos. Alors évidemment, ils abordent le sujet de Taïwan et ils se menacent l'un l'autre, mais diplomatiquement. C'est chouette de voir les menaces comme ça embarquées par la diplomatie. Un petit mot du côté de AMD qui fait vraiment décidément tout feu tout flamme, Guillaume. Ouais, un petit mot, non, on va y avoir beaucoup de mots là, je pense. Parce qu'on parle de plus bas de gamme, c'est pas sexy, donc on va parler de plus haut de gamme, du top de la crème de la pointe, du fer de la lance, du héros AMD qui a valeureusement percé la cuirasse du géant bleu de Santa Clara, parce que c'est l'épisode des métaphores, vous avez remarqué. Donc, juste avant la GTC, en fait, AMD a fait une présentation de nouveaux produits. Voilà, il y avait des trucs vraiment impressionnants. Alors, d'abord, les GPU... GTC, encore une fois, si vous voulez l'étendue, il faut écouter l'épisode de cette semaine. Ah ben, je pars du principe que vous avez écouté l'épisode. Je pars du principe peut-être faux que vous avez écouté l'épisode de la semaine, évidemment, mais bon. En tous les cas, voilà, avant donc la GTC, la GPU Technology Conference de Nvidia,
Ils avaient fait donc une présentation et ils avaient présenté leur propre GPU à eux. Donc on va commencer par les GPU, parce que pourquoi pas. Et donc voilà Aldébaran. Aldébaran, ça claque. Quel beau mot. Ouais, c'est la nouvelle Radeon Instinct. Donc ils ont présenté la nouvelle Radeon Instinct. Donc c'est les GPU pour centre de calcul, les trucs haut de gamme pour les pros, qui se mettent en face des Nvidia Tesla. Alors évidemment c'est un monstre. C'est un monstre de 14 000 cœurs en haut de gamme, soit presque 96 teraflops en 32 bits, 45 en 64 bits, donc c'est plutôt pour le calcul scientifique, et 362 teraflops en 16 bits, et ça c'est plutôt pour le deep learning et l'intelligence artificielle. Donc le truc sera gravé en 6 nanomètres et il est en 2 modules. Donc je rappelle qu'AMD est le premier à démocratiser ce qu'ils appellent le MCM, soit le Multi-Chip Module, qui permet de faire des puces modulaires. Donc en fait, c'est des die il y a plusieurs petits die qui mettent en côte à côte et il les relie par un bus ultra rapide qui s'appelle l'Infinity Fabric. Et avec ce genre de procédé, il peut faire ce genre de monstres, des machins à 58 milliards de transistors. Voilà, grâce à ce procédé, ça devient économiquement viable. Alors que sinon, ce serait très compliqué, quoi. On avait déjà parlé, mais voilà. Donc, pour ce qui concerne Aldébaran inaugure CDNA 2. Donc qui est le pendant haute performance en fait de RDNA. Donc CDNA, ça propose des cœurs matriciels plutôt que des cœurs vectoriels. Donc en gros on fait des calculs sur des plus grosses structures de données avec plus de données à la fois, quoi. C'est plus adapté aux charges pour les réseaux de neurones entre autres. Et c'est une réplique au Tensor Core, clairement de Nvidia. Et tout ça, ça se code en quoi? Parce que chez Nvidia, ça se code en CUDA, le fameux langage. Là, ça se code en ROCm. Et ROCm, l'avantage, c'est que c'est une plateforme ouverte, à l'inverse de CUDA. Donc ces instances sont puissantes, évidemment. Donc c'est à voir si elles suffiront pour prendre vraiment beaucoup de parts de marché à Tesla, qui est quand même, donc à Nvidia, qui est très très bien installé. Mais quand même, il y a des gros signes et des gros signaux positifs, puisque les Instinct ont déjà été choisis pour Frontier. Donc Frontier, c'est le super ordinateur américain, donc le deuxième exascale après Aurora, dont j'ai parlé déjà, qui lui sera propulsé par Intel. Et Frontier, lui, sera construit par Cray pour le département de l'énergie, et donc ce sera de l'AMD. Et elles sont aussi dans l'ordinateur européen Lumi. Lumi, c'est un Finlandais. En tout cas, il sera implanté, basé en Finlande. Et ce sera aussi un truc construit par HP et Cray. Et on retrouve aussi les Instinct dans Cetonix, qui est australien. Et surtout, dans le futur, El Capitan. El Capitan, c'est un gros monstre à 2 exaflops aussi. Donc les Instinct commencent à bien faire leur trou, quand même. Donc c'est plutôt cool, évidemment, pour AMD. Et donc dans ces machines, on trouvera aussi des CPU AMD, puisque ça c'est les GPU, mais en fait les CPU seront aussi des CPU AMD. Donc si on prend El Capitan par exemple, on trouvera des EPYC Genoa, donc ce sera des Zen de génération 4, qui ont aussi d'ailleurs été évoqués par Lisa Su, donc la présidente d'AMD. Donc Genoa, ce sera du 5 nanomètres, et ça offrira jusqu'à 96 cœurs courant 2022. Et ça, c'est la version mainstream, entre guillemets, c'est très haut de gamme, mais... Pour les prolos. Très haut de gamme mainstream, on va dire. Ça laisse songeur, 96 cœurs. Tu sais que le socket a 6096 connecteurs. C'est complètement hallucinant. Et pour les pros, il y aura plus que ça, il y aura pire, il y aura Bergamo, avec 128 cœurs. Ils sortiront un petit peu plus tard quand même, ils seront cadencés un petit peu moins haut aussi pour éviter les incendies. Bon, il y a eu plus intéressant quand même, enfin plus intéressant, disons. Toujours plus de cœurs, on s'y attend un petit peu malgré tout, même si c'est toujours très impressionnant. Mais il y avait presque plus intéressant, AMD a présenté un bidouillage, je dirais presque un bidouillage assez incroyable, puisqu'ils ont pris un EPYC 7003, et ils ont monté son cache à 768 mégaoctets de cache L3. Alors comment ? En mettant le cache par-dessus le reste des composants. Donc ça utilise une technique qui s'appelle X3D, qu'on avait déjà vu en juin en fait. Mais à l'époque, AMD avait démontré qu'il pouvait rajouter du cache donc sur les modules. En fait, il pouvait rajouter 96 mégaoctets de cache par chiplet. Donc j'ai dit que c'était des petits modules, les chiplets là, des petits modules on en mettait, disons, plus on en met évidemment, plus c'est puissant, plus c'est cher. Et donc sur chaque chiplet, sur la surface du chiplet, on peut rajouter comme ça 96 mégaoctets de cache. Un chiplet, c'est un die avec les cœurs et son propre cache L3 de 64 mégaoctets. Alors tu vas pas mettre des trucs sur les cœurs, parce que les cœurs ça chauffe trop, mais par contre la surface qui est au-dessus du cache dans le die, ça reste suffisamment frais pour que tu puisses mettre un autre die par-dessus. J'aime le terme suffisamment frais. Tout est relatif. Sur lequel tu graves 96 mégaoctets de cache en plus, et que tu connectes verticalement, par des connecteurs qui passent à travers la puce en fait. Et donc un jour on avait un proto, c'est un proto de 5900X, qui était à 2 chiplets,
et qui donc avait 2 fois 96, soit 192 mégaoctets de cache L3 supplémentaires. Donc c'est impressionnant, mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est que d'une part, AMD applique ça à une puce qui est énorme, puisqu'elle a 8 chiplets, c'est un EPIC 7003, et donc plus de chiplets, ça veut dire encore plus de place sur le die, sur le dessus, pour mettre du cache, et on arrive à une valeur jamais vue de presque 800 mégaoctets de cache. D'autre part, le V-Cache, donc pour Vertical Cache, c'est plus un proto, il est en production, et il devrait sortir en fin d'année sur des puces existantes. Donc des puces qui existent déjà, mais sur lesquelles on rajoute énormément de cache comme ça. Et en plus, enfin, on a aussi une idée d'à quel point c'est efficace, d'avoir un très gros cache L3. Ça, c'est intéressant. Et la réponse, c'est que non seulement c'est efficace, mais c'est même mieux que prévu. Donc il y a Next Platform qui aura les tests effectués sur des applications pro de calcul de performance, qui note un gain moyen qui sera autour de 50%. C'est absolument massif, je veux dire. Qu'une nouvelle architecture est 15% plus rapide, toutes choses étant égales par ailleurs, donc 15% plus rapide que l'ancienne, on ulule de bonheur, littéralement. Là, c'est 50% avec les mêmes puces. Il y a juste un cache monstrueux. Donc ça montre aussi à quel point la RAM, c'est encore toujours le maillon faible. Ouais, effectivement. La DDR4, c'est de l'ordre de 1000 fois moins rapide à accéder que le cache, même le cache L3. Donc, voilà, t'imagines si on avait que du cache, ce serait bon. Mais bon, évidemment, tout ça, c'est pas gratuit. C'est beaucoup plus complexe à fabriquer, déjà. Puis il faut la payer, cette SRAM supplémentaire. Et donc, il y a déjà des fuites sur les prix des puces, donc elles sont pas officielles. Cela dit, il y a des puces, il se murmure que le haut de gamme, le top du top, que la puce coûterait 10 000 $. Et si tu regardes la différence entre une puce 16 cœurs standard, donc avec 128 mégaoctets de cache L3, ce qui est déjà énorme, et à peu près la même avec 768 mégaoctets de 3D V-Cache, la différence est de presque 4 000 $. On passe de 1800 à 5600 $. Donc c'est énorme. Il y a un gap budgétaire qui n'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Après, pour les pros, c'est un gain de 50% tout de suite. Ouais. C'est peut-être suffisamment selon les attrayant, usages, selon les besoins, ça peut être pertinent en fonction des besoins, effectivement. Bon, effectivement, c'est pas pour le grand public, mais certains usages de professionnels peuvent s'y retrouver, j'imagine. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que de voir qu'il y a de telles évolutions, ça va être en parallèle des possibilités pour les exploiter. Alors là, tu parles d'exploitation classique, mais j'aime beaucoup la formule que tu as utilisée dans les notes de l'émission. Évangile selon Satoshi, là où il y a une puce, il y a une crypto. Écoute, ouais, ça va devenir une maxime, je pense. Là où il y a une puce, quelle que soit la puce, que ce soit une GPU, un CPU, de la NAND flash, là c'est du cache L3, il y a une crypto qui l'utilise. Parce que figure-toi que en version pro ou non, on risque de pas être prêt d'avoir dans les magasins en ligne de ces AMD EPIC 3D V-Cache machin, parce qu'il existe une crypto qui tape spécifiquement sur le cache. Sur le cache L3, de toute façon c'est le cache le plus gros, donc c'est sur le cache L3. Donc l'idée de cette crypto-monnaie, ça rappelle clairement celle de Monero, c'est-à-dire c'est faire une crypto-monnaie pour laquelle il est difficile de fabriquer des ASIC, des puces spécifiques. Tu vois, c'est Bitcoin, ça fait très longtemps que Bitcoin ne peut plus être miné par des particuliers, depuis très longtemps. Il faut du matériel spécifique, des appareils de minage qui ne servent qu'à ça, et il faut le top du top aussi d'ailleurs souvent, parce que la difficulté augmentant régulièrement. Si tu prends pas le top du top, ça consomme plus d'énergie que ça te rapporte de pognon. Enfin, le top du top dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut remplacer le top du top par le nouveau top du top. Bien sûr, il faut remplacer régulièrement tes mineurs pour qu'ils soient plus rentables, parce qu'ils sont forcément plus rentables que les anciens. Et donc tout ça, évidemment, c'est du déchet électrique, tout ça, mais bon, évidemment, toi, tu peux pas le faire. Tu pourrais le faire chez toi, mais bien entendu, c'est assez rare que des gens aient des mineurs Bitcoin chez eux, quoi. Donc en gros, c'est des concentrations de ferme, etc. Donc Monero évite ça avec un algorithme différent, et Raptoreum aussi. Et Raptoreum, lui, il est miné efficacement par des CPU, et uniquement par des CPU. Je crois qu'il se mine par des cartes graphiques AMD aussi, mais c'est pas énormément plus avantageux que de miner sur des bons processeurs. Là, en fait, il y a des bons processeurs qui sont pratiquement aussi bons, j'ai l'impression. Et bon, en fait, ces algorithmes stressent la mémoire d'une manière qui favorise les processeurs avec beaucoup de cache. Du coup, les mineurs Raptoreum se ruent sur les AMD et ça va contribuer à une pénurie de CPU à gros cache. Et ouais, apparemment, il est fort possible que les 3D V-Cache soient trustés par les crypto amateurs, comme les cartes graphiques sont d'ailleurs en partie trustées par les mineurs d'Ethereum.
Je me suis fait une image dans ma tête il y a quelques temps. Je trouve que les cryptos, et encore une fois, j'imagine bien qu'il y a des éléments très positifs qu'on peut ressouligner aux cryptos, mais pour moi, c'est devenu un peu le cancer des composants, quoi. Ça aide pas la pénurie, hein, ça c'est clair et net. Ouais, voilà, c'est ça. On va continuer à parler de crypto-monnaie, Guillaume, avec forcément New York qui se positionne. Ils veulent être purement et simplement une capitale des crypto-monnaies. Quoi de mieux pour effectivement la capitale mondiale de la finance que de se positionner là-dessus, Guillaume? Bah écoute, parler de crypto, ça va nous permettre de revenir sur Eric Adams, maire élu de New York City. Il est chaud. Et son frenemy Francis Suarez, maire de Miami. Souvenez-vous, les histoires de fiches de paye en Bitcoin, tout ça, voilà. Ouais. Donc Francis avait adopté le Miami Coin, un token qui permettait d'investir dans la ville. Bon, ça n'a pas raté, hein. New York va adopter le NYC Coin. C'est exactement la même chose, mais à New York. C'est fait, mais c'est même vraiment la même chose, parce que c'est fait par les mêmes mecs. En fait, c'est 2 City Coins, tout simplement. Alors, j'ai essayé de me documenter sur City Coins, et ça reste très nébuleux pour moi. Tu peux pas proposer le Brest Coin ou le Lyon Coin? Je pense que c'est totalement possible, et si je contacte City Coin, clairement, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le Lyon Coin, le Marseille Coin, je crois qu'ils seront faire le Amiens Coin. Le Lyon Coin. Mais bon, les explications que tu trouves sur le City Coin sont un peu toujours les mêmes. C'est une surcouche de la blockchain Bitcoin. Donc non, c'est pas du tout une blockchain verte, mais tout le monde s'en contrefou. Donc voilà. Donc vraiment tout le monde s'en contrefou. C'est même pas. Il pourrait au moins essayer de faire semblant. Je sais pas. Tu sais, utiliser le Chia par exemple. Le Chia, c'est pas la panacée, mais c'est quand même mieux. Et puis bon, même si on rentre pas dans les détails, je veux dire, ça consomme moins. Et en plus, le Chia, c'est une crypto-monnaie qui communique à fond sur son aspect écolo et pas très haut consommateur d'énergie. Tu sais, je veux dire, des cryptos qui se veulent écolo, qui communiquent là-dessus, il y en a. Il suffirait de faire un minimum d'efforts pour essayer de trouver une blockchain qui a l'air verte, ne serait-ce qu'à l'air verte, tu vois. Ce qui changerait rien en plus à la proposition. Ça changerait rien à la proposition, ce serait pas du Citycoin, mais il pourrait utiliser le Chia, adopter le Chia, promouvoir le Chia et se dire, même d'un point de vue purement communiqué je veux dire, ils disent, voilà, nous on adopte le Chia, on a choisi le Chia parce que, voilà, c'est moins énergivore que le Bitcoin, c'est millidox. Mais non, même pas. Ce qui serait d'ailleurs un mouvement de communication stratégique sur le sujet plutôt intéressent. Peut-être que ça pourrait commencer à impulser l'importance de cette réflexion. Mais non, ils disent aussi, ils vont prendre le Citycoin parce que voilà, le Citycoin il est là. Les gars de Citycoin ils sont venus avec leur truc, je sais pas trop quoi. Ils ont pris Citycoin. C'est une surcouche de Bitcoin, donc ils utilisent Bitcoin, ils soutiennent Bitcoin, ils soutiennent pas d'autres trucs. J'ai l'impression que c'est même pas une problématique. J'ai pas compris. Enfin bon. Donc la blockchain de Citycoin elle s'appelle Stacks. Et donc les STX, ces tokens-là, ils peuvent être stackés ou minés. Et bon, pour miner un token Stacks, il faut forwarder le token sur un smart contract de la Citycoin. Oula. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. J'avais peur d'être largué, mais je suis rassuré de voir que tu l'es aussi. Je sais pas. Comment tu es rémunéré en tant que mineur? J'ai pas bien compris. Si tu stacks, tu es rémunéré comme avec des intérêts. Mais ensuite, il y a un montage où des stacks transitent entre les stakers, les mineurs et le wallet de la ville. Mais franchement, c'est vraiment pas très clair. Si c'est moins un investissement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de minage? Et d'où vient la valeur, en fait? D'où vient la création de valeur? D'où viennent les bénéfices pour les stakers, et pour les mineurs, et pour la ville? Les récompenses sont Bitcoin, donc ça vient de quoi? Ça vient du cours du Bitcoin? Ils minent pas du Bitcoin, donc ça vient quoi? De la variation du cours? Donc si ça baisse, il se passe quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est fumeux? Est-ce que c'est moi? Je sais pas. Écoute, de toute façon, je renonce. Voilà. Je renonce. Tu rends les armes. On a besoin de toi, pourtant. Non, mais j'en peux plus. Le Nawak a gagné. Le Nawak a gagné. Les années 2001, c'est la décennie Nawak. Voilà. C'est AMC, les cinémas aux États-Unis. Ils vont commencer à accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, que des monnaies qui consomment peu d'énergie, hein. On est bien d'accord. Que des monnaies écolo. Cerise sur le gâteau, ils vont même accepter les Shiba Inu, bientôt. Écoute, putain, le Shiba. Au point où on en est, je veux dire, franchement, pourquoi pas? Le dog, non. Mais c'est pas du dog, c'est le Shiba Inu, c'est un même coin qui est encore plus obscur que le dog. Ça a pris, ou le doge. Ça a pris 35 000% en mai dernier, le Shiba Inu. Il a explosé. Il a explosé pourquoi? Parce que why not? Parce que non, parce que lol, voire parce que LMAO, je sais pas, je comprends pas. J'attends que GameStop fasse de même, puisqu'il a déjà embauché, il embauche déjà pour développer des NFT à gogo, des NFT sur Ethereum, puisqu'il cherche des codeurs Solidity. Donc bon, voilà.
Twitter lance une équipe Twitter crypto, soutient Bitcoin, Square aussi évidemment, Discord voulait intégrer NFT crypto sur sa plateforme. Bon, ils ont reculé parce qu'ils se sont pris une volée de bois vert, mais ils voulaient quand même le faire. Tout le monde fait des tokens dans tous les sens. Binance fait sa propre chaîne avec ses propres tokens. Quel algo c'est ? Je sais pas. Je sais même pas ce que c'est. Est-ce que c'est vert ? Est-ce que c'est pas vert ? De toute façon, tout le monde s'en bat les couilles. Qu'on se le dise, les cryptos, ça fait du pognon. Personne ne veut avoir l'impression que ça lui passe sous le nez. Personne ne veut avoir l'impression de passer à côté d'un gros paquet de thunes. Et le reste, en particulier l'impact écologique des cryptos, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles. Point final. La COP26 est finie, son président avait l'air d'avoir envie de se pendre. Eh ben, je le comprends. J'irais volontiers descendre des whisky avec lui en attendant la COP27, où je pourrais peut-être battre mon propre record de cuite. Je te remercie parce que avec cette tirade, tu vas me forcer à cocher la case explicite dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est pour la bonne cause, donc je le ferai avec grand plaisir. Peut-être que ta lumière au bout du tunnel sera constituée d'ordinateurs quantiques, Guillaume. Écoute, je sais pas. Bon, c'est vrai que les ordinateurs quantiques avancent doucement, un petit peu en tâtonnant comme ça. Ça reste nébuleux pour le grand public. Quand on parle de ce truc-là, c'est très souvent mal compris. C'est des ordinateurs plus puissants. Alors ouais, mais je sais, c'est très parce qu'en fait, en vrai, c'est quand même très compliqué. Tu regardes dans le détail, c'est extrêmement compliqué en fait. Bah déjà, la mécanique quantique, moi j'ai abandonné. Je suis au courant que c'est de la sorcellerie. J'y comprendrai jamais rien. Non, et c'est la sorcellerie où il y a des grosses équations, mais bon, c'est vrai que bon. Non mais le truc t'est présenté emblématiquement comme étant une boîte où un chat peut être à la fois mort et vivant, tu vois, dans l'inconscient collectif. Voilà ce que c'est que d'être quantique. Donc c'est compliqué quand même. Plus une image que quelque chose. Oui, de vraiment... bien sûr, c'est un exercice de pensée, mais c'est ça qui vient à l'esprit des gens quand on parle de quantique. Bref, c'est maltraiter des chats. Bon, après maltraiter des chats, c'est peut-être ça qui excite d'ailleurs. Bon. Enfin bon, donc toujours est-il que c'est vrai que la suprématie quantique, ça consiste en la résolution d'un problème mathématique qui n'est pas à la portée d'un ordinateur normal. Donc la suprématie quantique, ça revient un peu dans les gros titres régulièrement. Donc Google l'avait revendiqué il y a quelques temps, mais des scientifiques chinois avaient par la suite trouvé le moyen de résoudre efficacement le même problème avec des machines qui sont bassement classiques, tout simplement. Et bon. Une autre équipe chinoise revient avec une suprématie quantique, encore une fois, pour un problème d'échantillonnage gaussien de bosons. Eh ben. Voilà, ce qui en fait, comme on peut s'en douter, est une pure expérience de labo de physique quantique, c'est absolument pas un algorithme utile. Le fait qu'une simulation classique sur un ordinateur normal devienne rapidement ingérable avec le nombre de bosons, ici les photons, ne signifie pas que le dispositif chinois soit un ordinateur généraliste fonctionnel. C'est pas le cas, en fait, ça rappellerait presque D-Wave, tu vois. C'est-à-dire qu'on a fondamentalement un dispositif quantique, donc et donc mesurer les valeurs de dispositifs qui effectivement quantiques, c'est plus efficace que de simuler le dispositif avec des ordinateurs. Dans le cas de D-Wave, c'est des réseaux de spin couplés, là c'est des groupes de photons, et ces appareils sont pas vraiment programmables en fait. Mais bon, pour extrêmement spécifique qu'elle soit, cette expérience montre que les photons ont du potentiel pour des futures machines qui devront avoir des qubits qui seront le plus stables possible. Parce que soit tu faut des qubits vraiment stables, c'est-à-dire en gros qui bougent pas tout seuls, quoi, soit il faut beaucoup de qubits qui soient, mais s'ils sont moins stables, parce qu'il faut corriger les erreurs. Bon, c'est une problématique compliquée, IBM est à fond sur le truc, et il va quand même déployer une machine qui s'appelle Eagle, qui sont des ordinateurs quantiques à 127 qubits. Et Google, lui, avait son Sycamore qui avait 57 qubits. Et IBM pense à des futurs systèmes qui seraient modulaires, justement, comme ça, et en modularisant, il espère atteindre les 1000 qubits en 2023. Donc là, on en est à 127 qubits. Évidemment, c'est 127 qubits, c'est total, pour la totalité de la machine. C'est comme si ton PC, il avait 127 bits, quoi. Sauf que bon, c'est des qubits. Donc c'est plus puissant, on va dire, mais enfin bon. 127 qubits, c'est pour tout, quoi. La mémoire, les registres, et le truc, c'est qu'il faut savoir quoi en faire de ces qubits. Pour le moment, en fait, pour vous donner une idée, je pense qu'on est encore dans une période qui ressemble à celle d'avant les transistors, pour les ordinateurs classiques. Tu sais, au début, on faisait des machines mécaniques. Machines de Babbage, ce genre de truc. Puis des machines électromécaniques, puis on est passé aux lampes, les lampes triodes, donc électroniques. Puis après, on a découvert le transistor à effet de champ, et puis c'est notre bit favori, et puis on l'a miniaturisé, on l'a intégré, etc. Donc le premier ordinateur électromécanique, c'est le SUS3, ça date de 41. Et aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, on en est un peu là, c'est-à-dire qu'on cherche le meilleur qubit. Le plus pratique, celui qui est le plus facile à fabriquer, le plus facile à intégrer, etc., le plus stable. Et on n'est pas encore complètement fixé sur le qubit qu'on veut, en vrai.
Et pour le software, c'est pire. Parce que l'ordinateur quantique, en fait, n'est pas nécessairement meilleur que surtout. Sans algorithme qui est lui aussi quantique, il n'a aucun avantage. Un ordinateur quantique ne va pas magiquement accélérer tous les programmes. Pas du tout. Il faut le programmer spécifiquement, avec des algos qui ont absolument rien à voir avec les algos classiques. À l'heure actuelle, programmer un ordinateur quantique comme Eagle, ça se fait pas en C, hein. Ça se fait même pas en assembleur. En fait, il faut combiner des opérateurs, des portologies quantiques, quelque part, qui manipulent les fonctions d'onde des qubits, et qui les manipulent sans les mesurer. Tu appliques un certain nombre d'opérateurs sur un certain groupe de qubits, et tu les mesures qu'au dernier moment. Parce que au moment où tu les mesures, la puissance quantique en fait s'évanouit parce que la fonction d'onde représente plusieurs valeurs à la fois, que c'est plus puissant que les ordinateurs classiques. Donc il faut manipuler. C'est là où typiquement dans ces manifestations tu vois, pour moi qui est complètement néophyte sur le sujet, quand tu as ce concept de quand tu mesures, tu figes une valeur qui avant était, bon, tu vois, c'est le genre de truc où moi ça me fait penser à de la sorcellerie. Mais bon. Bah non, mais le truc c'est, remarque, tu peux voir ça comme ça en fait. Hein, c'est vrai qu'on, c'est quand même space. Hein, faut un peu le dire. Mais bon, en gros, les qubits c'est des fonctions de onde qui regroupent plusieurs états à la fois, et donc tu peux faire des calculs sur plusieurs états à la fois au lieu de faire des calculs sur des états qui sont des états 0 ou 1 quoi, hein, en gros. Donc là un qubit c'est en gros c'est une fonction plus complexe, voilà, tout simplement. C'est pas tout simple du tout en vrai, mais donc globalement ce que tu fais c'est que tu prends ces fonctions d'onde, tu les manipules avec les opérateurs qu'on te donne qui sont fixés par les capacités de l'ordinateur, et tu les manipules d'une certaine manière, et au dernier moment tu fais la mesure, c'est une mesure probabiliste en général, et selon les manipulations que tu as fait, ça te donne un certain résultat. Et c'est ça l'algorithme, en vrai. Et cet algorithme-là, donc tu penses bien que c'est pas un truc qui est équivalent à ce qu'on fait nous. Enfin, tu vois, c'est ce que tu fais dans un ordinateur classique. Donc il faut totalement repenser les algorithmes de calcul. C'est un chantier qui est en fait aussi important que de mettre au point les machines, de devoir repenser les algorithmes, de voir quels algorithmes on peut appliquer à quoi, etc. On connaît déjà quelques algorithmes, évidemment. Il y a des algos de tri, des algos de factorisation, par exemple, qui mettent déjà en péril le chiffrement mondial, d'ailleurs, s'ils arrivaient, puisque une bonne partie du chiffrement mondial et une bonne partie des cryptos, hein, dont les wallets sont sécurisés par des algos de type RSA, des chiffrements asymétriques, qui reposent sur des factorisations, globalement, enfin, dont la sécurité repose sur des factorisations de grands nombres. Si tu sais factoriser des grands nombres avec un ordinateur quantique, c'est fini. Donc, qui sait ce qu'on pourra faire dans l'avenir avec des machines dotées de des milliers de Q-kilos, de Q-kilo-octets, je sais pas. De kilo-Q. De kilo-qubits, de kilo, voilà. De Q-kilos. Enfin, en tous les cas, dès lors qu'on pourra effectivement factoriser des nombres suffisamment grands, ça deviendra une menace pour les cryptos, pour le chiffrement, pour une certaine partie du chiffrement. Et d'ailleurs, le monde des cryptos, le reste du monde aussi, hein, sont parfaitement conscients du problème. Et il existe des algos qui sont quantum proof, c'est-à-dire des algorithmes de chiffrement dont la sécurité ne repose pas sur la difficulté qu'il y a à factoriser des nombres, tout simplement. Qu'on repose sur d'autres formes de difficultés qu'on ne sait pas encore, peut-être, allez savoir, résoudre avec des ordinateurs quantiques. Alors que là, on sait qu'il existe des algorithmes quantiques qui sont plus rapides que les algorithmes classiques pour factoriser des nombres. Voilà. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est encore de la science-fiction parce qu'il n'y a pas assez de qubits, hein, tout simplement, c'est pas assez stable, bon voilà, mais un jour, sans doute, hein, l'algorithme de Shor pourra être implémenté vraiment, et là, ouais, il faudra que tu aies repensé tes algorithmes de chiffrement pour qu'ils soient suffisamment costauds, parce que sinon, c'est fini. Donc c'est assez intéressant. Petit à petit, ça avance. Je sais pas quand est-ce qu'on aura des trucs assez puissants pour que ça devienne vraiment utile et ou dangereux. Mais voilà, c'est un domaine qui est intéressant, qu'on voit vraiment naître, comme si on était un petit peu, dans les années 40 pour les ordinateurs classiques, quoi. Est-ce que tu penses que ça arrivera avant ou après The Elder Scrolls 6 ?
C'est une bonne question. Je pense que ça arrivera après, c'est pour te dire. Bien sûr, ça arrivera après. Écoutez l'épisode hebdo de Tech Café si vous voulez savoir pourquoi on fait cette référence. Merci beaucoup Guillaume. Il y a un sujet qu'on peut peut-être quand même aborder en complément. C'est sans transition du coup et sans lien direct, le fait que Patreon va concurrencer YouTube pour la vidéo, Guillaume. Oui, disons, effectivement, Patreon lance une plateforme dans une certaine mesure, vidéo. On va dire. Donc il peut héberger des vidéos comme YouTube, effectivement. Je sais pas, est-ce que Patreon, tu crois, va réussir à concurrencer YouTube, et est-ce que nous, on va réussir à concurrencer TF1 ou BFM, je sais pas. Alors, bon, ça, oui, je pense. Mais par contre, c'est vrai que sur Patreon, dans Relife, que je fais avec mon ami Matt, que je salue s'il nous écoute, ou si vous écoutez Relife, on a une version vidéo, puisqu'on enregistre, en fait, pour la petite anecdote, en diffusant nos enregistrements en live, maintenant en vidéo. On est des fous, on utilise Restream, c'est vachement marrant à faire. Mais en tout cas, on a nos vidéos et les personnes qui soutiennent Relife sur Patreon ont accès à la version vidéo. Et en fait, la seule manière qu'on a aujourd'hui de diffuser les vidéos sur Patreon, c'est soit de faire une vidéo sur YouTube en non répertorié et de mettre le lien dans une publication Patreon, soit de mettre la publication sur Vimeo avec un hébergement payant, avec certains critères d'accès, etc. Et donc ça, c'est bien compris par Patreon. Donc du coup, pour notre situation dans Relife, je pense que ça peut être une bonne utilisation. Après, effectivement, c'est peut-être très ambitieux de se dire que ça va concurrencer YouTube. Je pense que ça fait partie de ces institutions qui sont clairement indéboulonnables, YouTube, jusqu'à ce qu'on utilise la vidéo de manière aussi conventionnelle qu'aujourd'hui. Je pense que YouTube va être très très difficile. YouTube qui d'ailleurs au passage retire les dislikes, il retire les boutons j'aime pas des vidéos. Ce sera encore comptabilisé, mais ce sera plus possible de les voir. Donc bon, intéressant. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission à 150%, puisqu'il y a l'émission hebdomadaire plus le supplément du week-end. Vous avez beaucoup de contenu Tech Café en ce moment. J'espère que c'est pour votre plus grand plaisir. Faites-le nous savoir si c'est le cas sur les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi, on a les purs et durs qui viennent commenter les émissions sur techcafé.fr. Évidemment, on est ravis de voir vos commentaires sur le site web. Vous pouvez aussi interagir avec nous sur Discord. Vous pouvez discuter entre vous et avec nous même, j'allais dire, et vous pouvez bien évidemment soutenir Tech Café sur patreon.com/techcafé. Guillaume, est-ce qu'on a l'espoir durant cet épisode week-end, ce serait peut-être un motif pour encore avoir un peu plus d'auditeurs le week-end, de nous dire enfin où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Non, je suis tel un qubit, quand on me mesure, je m'effondre. Tu es à la fois ici et pas là, et quand on te mesure, tu disparais, c'est terrible. Décidément, de la sorcellerie, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et très prochainement dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous, bon week-end. Ciao.